le YouTube jeux vidéo entre 2011 et 2015. Moi, c'est un des meilleurs youtubeurs en France. Moi, je m'en souviens très bien. C'était couvert de jeux indépendants d'horreur simples qui faisaient une quantité de là, vues la thématique, c'est astronomiques. sur Vous vous en souvenez probablement de ces jeux Slender, SCP-096, J'ai déjà SCP joué, Containment sur Breach, YouTube. Cry of Fear, Penumbra. Vous en connaissez un paquet. Mais moi, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est plutôt ceux qu'on a oubliés. Tous les clones de Slender, Witch, One Late Night, Maere, Corridor, Slendytubbies, Labyrinthe, plein de noms oubliés ou qui vous ravivent des souvenirs, tous les jeux inspirés de creepypasta populaires de l'époque. Bref, c'était une période particulière. Ces jeux mal faits, souvent à la va-vite, avec des moteurs déjà datés pour l'époque, truffés de jumpscares et de bugs, ces jeux qui étaient joués par PewDiePie, Markiplier, en France par Squeezie ou des précurseurs comme Kigyar et Willong, ces jeux horribles, je les aime du plus profond de mon cœur. C'est probablement une des premières interactions fortes que j'ai eues avec de l'horreur sur internet. Ces jeux mal faits tenant avec des bouts de ficelle. Ils m'ont provoqué des frayeurs viscérales à l'époque, que je n'ai jamais vraiment ressenti après sur internet. Et en vrai, plus un jeu était bien fait, avait de bons graphismes et fonctionnait parfaitement, moins il marchait. Et c'est seulement récemment que j'ai compris pourquoi. Ces jeux en réalité, ils avaient une force incroyable que tout le monde ignorait. Ils étaient réalisés par une seule personne, en amateur, et cette personne était la quasi-totalité du temps anonyme. On ne pouvait rattacher ces jeux qu'à une seule personne. Une personne isolée, sans visage, qui opérait avec une méconnaissance de la programmation et du game design. Et même parfois, on oubliait carrément que ces jeux étaient créés par quelqu'un. Ainsi, à la différence d'un jeu développé par une team avec beaucoup de moyens, chaque bug, chaque excentricité ou moment étonnamment plus dérangeant que la norme devient non pas un travail amené à fruition dans la tête du joueur, ça devient un accident, comme si le jeu, la création, était plus forte que son créateur, ou alors que son créateur lui-même est dérangé, et que son œuvre est le reflet d'une volonté intimiste de partager sa vision ou son expérience. Vous pouvez penser que c'est de la branlette intellectuelle, vraiment vous pouvez, mais pour moi c'est une esthétique qui est turbo-exploitable actuellement. Créer des jeux qui te font dépasser la notion de créateur, ou alors qui te font te poser des questions sur la santé mentale de celui-ci, c'est un truc qui fait écho à des peurs beaucoup plus anciennes, beaucoup plus instinctives et beaucoup plus viscérales. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Figurez-vous qu'il s'est passé un truc récemment, mais pour vous en parler, il va falloir que je revienne un peu en arrière. Mais avant de commencer la vidéo, je dois faire une petite annonce. Vous vous en doutez, cette vidéo arrive un peu tard par rapport à ce qui était prévu. Or, actuellement, moi je suis en tournée avec mon groupe de musique. Ça se passe super bien, c'est une super expérience de vous rencontrer, vos retours sont toujours chaleureux. Sauf que comme cette vidéo arrive très en retard, il y a quelques dates que j'ai pas pu annoncer à temps. Il y a notamment 2 dates en région parisienne, le 30 janvier à la Flèche d'Or à Paris et le 8 février à Saint-Germain-en-Laye. C'est accessible en RER. Et donc vraiment j'espère vous y voir parce que vraiment j'annonce ça hyper tard, c'est dans les 2 prochaines semaines. On est dans la même situation pour la date le 27 février à Orléans, on vous y attend fort, ça a été annoncé pendant les fêtes, c'est passé un peu inaperçu. Sinon on passe aussi à La Roche-sur-Yon, Audincourt, Angers, Mont-de-Marsan, Yverdon-les-Bains pour notre première date en Suisse, Lyon, Périgueux et Auxerre. Tous les liens des billetteries sont d'ailleurs dans un Linktree dans la description. On espère vous y voir très nombreux, on a hâte. Et je rappelle que la tournée n'impacte pas les sorties de vidéos et que d'autres dates seront annoncées dans le futur. Au revoir et bonne vidéo. Et ça on va en parler en détail dans le prochain Findings qui va parler une bonne dernière fois des backrooms. Dans la dernière petite vidéo que j'avais fait, je terminais la vidéo en vous disant que le prochain gros Findings serait sur les backrooms, pour enfin clore ce chapitre de ma chaîne. Sauf que comme c'était un gros morceau, je voulais faire une petite vidéo en attendant. Sauf que pour faire cette vidéo sur les backrooms, j'avais déjà testé des jeux vidéo sur les backrooms en live, et ça m'avait un peu ravivé ma passion enfouie pour les petits jeux étranges créés avec 2-3 bouts de ficelle. Je me suis donc dit que faire une suite à la face cachée des jeux vidéo après bientôt plus de 2 ans, c'était pas con et un bon moyen de me faire respirer la tête qui commençait à en avoir un peu marre de se balader dans des couloirs jaunes infinis. Je me suis donc dit que j'allais faire une vidéo qui présentait 5 jeux étranges, obscurs et flippants. Donc j'ai commencé à faire mes recherches pour trouver des jeux un peu déstabilisants. J'ai cherché, écumé des images iceberg, scrollé sur plusieurs sites et forums, et j'ai trouvé 11 ou 12 jeux intéressants, pas très connus, qu'il fallait trier pour en garder quelques-uns. Donc j'ai commencé à jouer à chacun d'entre eux. J'ai fait plusieurs types de jeux plus zinzin et bizarres les uns que les autres, puis je suis tombé sur un jeu qui m'a pas mal déstabilisé. Ce jeu n'était pas incroyable, mais il m'a laissé complètement perplexe. C'était une des premières fois depuis longtemps que je finissais un jeu et je me disais mais à quoi je viens de jouer là ? Ce jeu c'est Coin Collector. Je l'avais entendu à la base sur Reddit dans un commentaire que je n'ai plus réussi à retrouver après, et le gars parlait de ce jeu comme un truc qui l'avait énormément marqué, alors qu'il s'attendait juste à jouer à un petit jeu à la con. J'ai ouvert Coin Collector à l'aveugle et j'ai commencé à jouer. Je vous promets que cette vidéo est intéressante. Le jeu est très simple, on dirige un personnage assez moche qui doit éviter des obstacles assez moches également, et on doit rattraper des pièces, comme le dit le titre, pour faire grimper son score. Le jeu est simpliste et un peu bâclé, mais c'est marrant vite fait. Je joue 2 minutes, la musique commence un peu à me saouler.
Et je commence à me dire que j'ai peut-être téléchargé le mauvais jeu. Puis soudain, il se passe ça. Ok, c'était quoi ça? Il y a une image random qui apparaît brièvement en coupant la musique. Une sorte de chambre. Sur le moment, ça m'a un peu déstabilisé, mais j'ai continué à jouer en me disant tiens, il se passe quelque chose. Et c'est revenu. L'image apparaît complètement aléatoirement pendant ta partie, et pendant en réalité tes 2-3 premières parties. Puis à un moment, à force de jouer en boucle à ce jeu sans prévenir, le jeu quitte le mode fenêtré, se met en plein écran et affiche la même image avec une silhouette blanche d'un gars pendu en face du lit. C'est pas gore, hein, c'est vraiment une silhouette, mais je prends pas de risque avec YouTube. Mais le procédé, il m'a beaucoup surpris. Et m'a laissé complètement perplexe. Ce fait de quitter le mode fenêtré, hein, le jeu était dans une toute petite fenêtre, et de passer directement en grand écran, et même ce procédé de couper le jeu constamment avec cette image qui est complètement random, j'ai pas compris. Ce jeu, il m'a fait me poser une question que je vais beaucoup me poser dans cette vidéo. Qu'est-ce que le créateur a voulu dire? J'ai commencé à faire mes recherches sur le jeu pour le décoder, et je me suis rendu compte d'un truc. Dans ma liste de jeux que j'avais sélectionnés, 4 jeux parmi les 11-12 que j'avais sortaient du lot. Ces 4 jeux, qui contenaient notamment Coin Collector, avaient été créés en réalité par la même personne. Un développeur japonais indépendant peu connu, du nom de Kanoguchi. Tous ces jeux étaient bizarres et troublants d'une manière différente et indescriptible. À ce moment-là, j'avais compris qu'il y avait un truc qui clochait avec ce type, ou du moins que quelque chose se passait, et que ça pouvait être intéressant. Donc j'ai commencé à faire mes recherches sur lui, et un des premiers liens sur lequel je suis tombé, c'est un lien archive.org, vers une liste de tous les vieux jeux de ce développeur. Il existe sur internet depuis la moitié des années 2000, et on peut retrouver en tout 290 programmes qu'il a réalisés et publiés sur internet. Quand je suis tombé sur ça, j'ai eu une idée, et si je jouais à ces jeux à l'aveugle, sans me renseigner sur Kanoguchi. Je voulais savoir si ces jeux pouvaient être intéressants et je voulais voir si je pouvais mieux comprendre ce créateur, et ce en utilisant seulement sa création. J'ai téléchargé tous ces jeux et j'ai commencé à y jouer un par un. C'est un des terriers de lapin les plus fascinants que j'ai pu voir depuis longtemps. Sans le savoir, je me suis plongé dans un univers qui, au cours du temps, devenait de plus en plus déformé, de plus en plus distordu, de plus en plus dérangeant. Cette vidéo va pas forcément parler à tout le monde. On parle d'une esthétique qui est beaucoup plus niche que d'habitude, et il y a beaucoup de gens qui vont trouver que cette vidéo c'est de la branlette. Mais c'est un des sujets qui m'a le plus fasciné, et ce depuis longtemps. Il faut que je vous parle de Kanoguchi. Personnellement, je trouve ça intéressant. Ça fait bizarre hein, d'être dans l'ancien décor. Ça vous fait plaisir? Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo. C'est un sujet qui me fascine énormément depuis quelques temps. Et encore une fois, c'est pas le sujet le plus accessible que je ferai sur cette chaîne. Il y a des gens qui vont juste pas piger. Mais je le fais pour ces quelques personnes qui vont vraiment piger pourquoi c'est incroyable. Et je vais essayer de vous raconter tout ça d'un point de vue chronologique. Essayer de vous faire comprendre comment je suis rentré dans l'univers de Kanoguchi. Et tout ça, ça a commencé donc avec la découverte de l'archive. Ma première idée, c'était de jouer à tous les jeux, les uns à la suite des autres, et de noter ceux que je trouvais intéressants, intrigants, et aussi, j'avais envie de noter toutes les récurrences dans son style. Je voulais me pencher sur l'œuvre du gars parce que je pensais que le gars allait être un artiste et que, évidemment, il y a un style. Je voulais savoir ce qu'il pouvait raconter et s'il y avait des thèmes qui revenaient régulièrement. L'archive était déjà un peu organisée. Elle était segmentée en packs de jeux qui avaient tous un numéro. Ces packs étaient visiblement organisés de manière chronologique, mais les jeux à l'intérieur des packs n'étaient pas chronologiquement mis. C'est juste une sélection en fonction des années, quoi. Et les tout premiers jeux de Kanoguchi sur l'archive, c'est clairement des jeux qui ont été faits au tout début de sa carrière, quand il était très jeune. La plupart d'entre eux, c'est des essais, des tentatives. Et même pour vous dire, la plupart de ces jeux ne sont même pas des jeux. C'est un truc qui va être constant avec Kanoguchi. Et c'est la première chose que je vais noter comme récurrence dans son travail. Il
il y a 4 types de programmes de Kanoguchi. Le premier, ce sont les outils. Des lecteurs vidéo, des lecteurs images, des trucs pour générer des glitches, etc. etc. C'est clairement de l'utilitaire et c'est étrange qu'il ait tout partagé sur internet. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais oui, beaucoup de programmes de Kanoguchi, en réalité, c'est des logiciels. Des logiciels très simples, faits avec très peu de moyens, mais des logiciels quand même. Le deuxième type, c'est les filtres webcam. Il y en a une quantité assez importante des jeux qui utilisent ta webcam et qui essayent de générer des petits effets rigolos, parfois un peu bizarres et toujours très amateurs. C'est charmant, hein, mais c'est pas des jeux. C'est toujours pas des jeux. Le troisième type, on va en parler quand ils sont intéressants, mais ce sont les non-jeux. Des jeux qui peuvent être simplement des visuels, des sortes de fonds d'écran rigolos créés par Kanoguchi qui expérimentent des images aléatoires. Parfois c'est des jeux où on peut interagir, mais aucune des interactions ne change le déroulé du jeu. Donc soit des clips vidéo musicaux interactifs, soit juste littéralement des fonds d'écran, quoi. Des sortes d'expérimentation visuelle. Et le quatrième type, c'est les jeux. Et parfois la frontière entre le quatrième et le troisième, elle est un peu floue quand même, cette frontière elle est un peu floue. On va voir au cours de la vidéo, mais Kanoguchi a l'air de beaucoup s'amuser avec ce qu'on peut définir comme étant un jeu. Parfois il y a du gameplay, parfois c'est difficile d'appeler ça du gameplay. Vous allez voir, ça peut devenir très très abstrait. Et au tout début de la carrière de Kanoguchi, vraiment ses tout premiers programmes qui datent de genre 2005, on trouve peu de jeux et beaucoup des autres types de programmes. Les seuls jeux qu'on peut trouver, c'est des jeux tout simples comme Crossline où il faut mettre son curseur là où une croix apparaît dans l'écran. Mais aujourd'hui c'est injouable parce que ça a été fait sur des machines qui devaient ramer beaucoup plus dans les années 2000 et donc maintenant le jeu va à 3000 à l'heure. Voilà, c'est impossible à jouer, on n'est pas des ninjas. On trouve aussi un jeu qui s'appelle Cross Changers, c'est un jeu de puzzle très basique, mais en vrai qui est assez marrant et addictif. C'était la première fois où je jouais à un de ces jeux plus de 5 minutes. Et le seul truc étrange, qui est un des premiers trucs qu'on va noter, c'est à quel point les textures du jeu, elles sont aléatoires. Et ce, dès le départ. Il a un choix de texture toujours très, très bizarre, quoi. Mais encore une fois, rien de notable. Mais ce côté un peu étrange de choix de texture, ça revient dans un autre jeu de Kanoguchi de son début de sa carrière, c'est Glitch Life. Un jeu sans objectif, où on doit se déplacer de plateforme en plateforme avec ce scrolling automatique. Aucun moyen de perdre, ni de gagner, juste aléatoirement et régulièrement, il se passe ça. Et c'est souvent, vous vous imaginez, en affichant des images bizarres. Bon, c'est pas très intéressant. Passons au suivant. Ok, quand tu appuies sur la croix pour éteindre le jeu ne se ferme pas, mais il t'affiche plutôt un game over. C'est un truc qu'aime bien faire Kanoguchi. C'est ses coups de pression, et on va les trouver partout dans ses jeux. Il aime bien jouer avec les notions de où s'arrête le jeu. Il va jouer donc avec le format lui-même. Et souvent, ce qu'il aime bien faire, c'est jouer avec la fenêtre du jeu. Par exemple, dans Printer, qui n'est pas vraiment un jeu mais plus un visuel, le jeu n'a pas de fenêtre définie et les éléments apparaissent sur l'écran comme si le jeu prenait le contrôle de votre écran. Et c'est aussi le cas d'un jeu qu'il a fait qui s'appelle Magical Happy Bomber. C'est pas vraiment un jeu, parce que quand tu le lances, il se passe ça. Quand tu enchaînes les petites images, les petits jeux sans interaction, les logiciels, avoir ce genre de visuel et d'ambiance sonore d'un coup, ça m'a beaucoup surpris. Je prenais mes marques lentement dans l'univers de Kanoguchi, et ses débuts de développeur étaient suffisamment peu travaillés pour que je me sente pas trop mal à l'aise. Mais il y a quand même quelques trucs qui m'ont mis de plus en plus dans un mood bizarre. J'avais l'impression, même à un moment, d'avoir téléchargé un virus. Notamment quand j'ai lancé le premier jeu de Kanoguchi qui m'a causé une frayeur, Another Mind. D'abord, lancer le jeu, c'est déjà un casse-tête. Lorsqu'on lance, on se trouve devant un chargement infini. Au bout d'un moment, on finit par essayer de fermer le programme, et au lieu de se fermer, ça affiche plutôt un message d'erreur. Si on clique sur l'option à droite, le jeu finit par se lancer. On peut soit cliquer sur l'énorme bouton Start, ou le tout petit écran pour terminer le jeu. Et on se retrouve devant un écran nous demandant de remplir des cases avec du texte, avec des informations comme ton nom, ton surnom, ton adresse, ton fruit préféré. Et une fois ces informations rentrées, le jeu génère ça. Une sorte de discours, de faux JT, présenté visiblement par cette créature avec une tête d'œil. De ce que j'ai pu traduire modestement, ça parle de vol dans un supermarché. Apparemment, on te dit que tu es le suspect de l'affaire, que tu te perds, et que quand tu perds, tu manges ton fruit préféré. Je suis désolé, j'ai pas confiance en mes traductions. Les jeux qu'il a pas traduits lui-même, c'était un peu difficile. Puis enfin, le journal se conclut, en demandant au voisinage alentour de faire attention, et un texte apparaît qui se défile un peu plus à chaque clic, te disant de te réveiller car une aventure t'attend. Ensuite, t'as un combat contre un vieil homme, et j'ai encore une fois pas trop compris ce qui se passait. Faut savoir qu'à ce moment-là,
Quand tu joues à des jeux à la suite comme ça et que tu comprends rien parce que c'est dans une langue que tu ne lis pas, tu skips très très vite pour essayer de voir un peu s'il y a un truc intéressant. Et donc à la fin, quand tu penses que ce jeu, et qui est définitivement une blague, est terminé, il se passe ça. Ça, c'est une référence à un virus célèbre qui a vraiment existé au début des années 2000. Il suffisait de se rendre sur un site malveillant contenant le trojan You Are an Idiot, aussi connu sous le nom de Office, et il affichait ses animations, te disant que tu es un idiot, accompagné de cette bande-son. Si vous essayiez de fermer la page, celle-ci se multipliait en plusieurs fenêtres, impossible à fermer. Toute tentative de fermer le logiciel dupliquait les fenêtres, jusqu'à ce que tout soit impossible à gérer, vous forçant à éteindre votre PC. Sauf qu'éteindre votre PC après avoir été infecté par le trojan supprimait l'intégralité des données de votre disque dur. Donc, sachant ça, quand je me retrouve en face de cette animation dans le jeu, ça m'a fait moyen rire, je peux pas vous le cacher. Et c'est surtout quand j'ai essayé de fermer le jeu et que celui-ci boucle indéfiniment. Si vous relancez une partie, la musique continue à se jouer avec des flashs insistants de l'image du virus. Vous ne pouvez pas fermer le jeu. Bon, en vrai, aller dans le gestionnaire des tâches et mettre fin à la tâche est suffisant pour fermer le jeu, heureusement. Mais sur le moment, ça m'a mis un peu une petite frayeur. Je me suis demandé si j'avais téléchargé la bonne archive. Ça m'a fait vraiment peur. Autre jeu de Kanoguchi qui joue avec les limites des fenêtres, il y a ce petit programme, Akimoto Yuuka, qui te fait apparaître une jeune fille dessinée très simplement. Et la fenêtre n'a pas vraiment de bordure. Si tu appuies sur certains endroits, la fille sera assez vite énervée. Et à un moment, j'ai cliqué un peu trop vite et il s'est passé ça. Encore une fois, c'est pas grand chose. Mais c'est bizarre, et c'est concrètement ce qui se passe avec les premiers jeux de Kanoguchi. Ils sont étranges, simples, et même si on remarque déjà quelques trucs bizarres ici et là, on est loin, très loin du bordel qui nous attend après. On a d'autres jeux qui sont ouvertement des tests, genre Discrimination, où vous pouvez créer des formes d'ondes stridentes qui se jouent à la suite. Ou alors Mono World, un jeu où vous avez le choix entre plusieurs petits écrans semi-interactifs, où chaque action que vous réalisez crée un visuel et un son qui va avec. Et là, la première fois que j'ai joué, j'ai pas arrêté de scroller les jeux, un à un. J'allais hyper vite. J'ai ouvert ce jeu, Watashi no Homoide, juste un écran fixe. Je passe au suivant. Endless Loop, un jeu super moche où tu dois esquiver des trucs et ça s'arrête jamais. Pas intéressant. Je passe au suivant et j'ai enchaîné des tonnes de jeux que je trouvais pas intéressants, mais qu'on va retraiter dans quelques minutes. Parce que, pour l'instant, vous devez vous dire qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais tout a changé quand j'ai joué au premier jeu de Kanoguchi qui est devenu connu sur internet. Car il s'est passé quelque chose quand j'y ai joué qui m'a fait voir tous les jeux que j'avais fait avant, sous un autre œil. Ce jeu, c'est The Underground Explorer. Et il faisait partie des 4 jeux de Kanoguchi que j'avais sélectionnés pour la face cachée des jeux vidéo numéro 2. Quand on télécharge The Underground Explorer, on obtient une archive WinRAR. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a plusieurs fichiers de données. Il y a l'exécutable pour démarrer le jeu, mais aussi un dossier appelé README, soit lisez-moi. On s'attend en général à ce que ce genre de notice très courante dans les jeux indépendants téléchargés sur internet soit un fichier de texte. Et il y a un fichier texte appelé README ici. Mais on a aussi un fichier en HTML, donc sous la forme d'une page internet. C'est pas une notice habituelle. On a plusieurs paragraphes, d'abord un prologue qui est un texte cryptique d'un personnage visiblement en train d'agoniser, nous suppliant de découvrir la vérité sur le monde. Et le monde, ici, c'est Internet. Juste en dessous, un texte nous explique le concept du jeu. Vous allez maintenant naviguer à travers les pages d'un monde internet imaginaire. Utilisez la souris pour opérer. Peut-être que vous devrez utiliser votre clavier parfois. Pour quitter, cliquez sur la croix en haut à droite de l'écran. Les instructions continuent plus bas. Quand le jeu commencera, vous serez dirigé vers la page d'entrée. 5 patterns mystérieux apparaîtront en bas à droite de l'écran. Ce sont des liens. Cliquer sur un lien vous amènera sur une autre page. Il n'y a concrètement pas de règles dans ce monde. Vous êtes libre de vous déplacer dans le monde. Pendant votre chemin, vous pourriez graduellement comprendre ses secrets. C'était intriguant, donc j'ai lancé le jeu. The Underground Explorer, c'est une découverte qui se fait en 2 temps. D'abord, il y a la première étape frustrante. Quand on lance le jeu, on se rend compte que c'est imbitable.
T'essaies de te balader dans cet internet, sauf que les liens sont des trucs qui ressemblent à ça, et donc la navigation est complètement floue. Tu te retrouves à te balader dans des dizaines de visuels étranges, incompréhensibles, parfois juste bizarres pour être bizarres, mais parfois un peu déstabilisants. Ouais, vraiment déstabilisant. Le jeu a une vraie ambiance, mais on sent que c'est fait par quelqu'un de jeune et qu'il n'y a surtout aucun objectif. On enchaîne les pages incompréhensibles, liées entre elles sans trop d'explications. Parfois on peut jouer à un mini-jeu, souvent sans objectif ou très vide. Parfois c'est sous la forme d'un RPG où on te demande d'attaquer indéfiniment une femme sans explication et sans que ça ne fasse quoi que ce soit. Parfois tu tombes sur une page qui ressemble un peu plus à un site internet, genre là. Une page web d'un musicien qui te propose d'écouter 4 de ses morceaux. Les 2 premiers sont plutôt enjoués. Et les 2 autres le sont un peu moins. Bref, c'est surréaliste, sans but, et je trouvais ça, la première fois, intriguant, mais pas très intéressant. J'ai fini la plupart de mes premières parties en tombant sur ces pages Erreur 404. Définitivement des trucs les plus frustrants du jeu parce qu'elles te demandent tout simplement de relancer le jeu. Ce sont en gros des cul-de-sac. À chaque fois donc tu devais retourner te balader dans des images sans le moindre sens pendant des heures parsemées de phrases en anglais mal traduites. J'étais un peu frustré, je vais pas vous le cacher à ce moment-là. Puis pendant une de mes nombreuses parties, il s'est passé un truc. J'étais en train d'écrire des notes à côté sur mon deuxième écran et à ma gauche, le jeu tournait et était bloqué sur cette page. Et pendant que j'écrivais, il s'est passé ça. Et en fait, ça a été le déclic pour moi. Depuis le début, même dans ces jeux les plus vieux, Kanoguchi n'essaye pas de te prendre par la main. Et parfois, il cache la richesse de ces jeux derrière un manque d'accessibilité. Le design de The Underground Explorer te demande d'aller le plus vite possible, par simple ennui, et d'enchaîner les écrans et les pages. Mais si tu attends un peu, et que tu te penches sur chaque élément, tu réalises que le jeu est truffé à ras-bord de détails et de secrets. Le jeu te demande de refaire certaines actions en boucle, de réfléchir différemment, d'attendre alors que ce n'est pas nécessairement demandé. Et des tonnes de secrets te seront révélés. Et ces secrets sont très souvent vraiment troublants. Par exemple, il y a ce jeu très simple où il suffit juste de ramasser des gens, j'ai pas trouvé d'autre manière de le dire, et si vous le faites qu'une seule fois, il ne se passe rien. Par contre, si vous répétez régulièrement la tâche, au bout d'un moment, il va se passer ça. L'écran se déforme un peu plus à chaque fois que vous récoltez quelqu'un, et lentement un visage se dessine dans le fond. Et si vous relancez le jeu une dernière fois, tu te retrouves d'un coup dans ce couloir simple où tout ce que tu peux faire, c'est avancer. Puis soudain, le son se coupe. Et après quelques secondes de marche, dans une sorte de silence étrange, il se passe ça. En plus de ça, ils semblent tous t'indiquer que tu vas mourir, que tu es mort ou que tu es en train de mourir. Le jeu a l'air de vouloir te prévenir, toi, le navigateur, que quelque chose de grave est en train de se passer lié à toi. Le jeu n'est pas profond, il n'est pas incroyable, mais il m'a fait comprendre plein de choses sur ce que je venais de jouer. Et ça m'a donné envie de rejeter un coup d'œil sur ce que je venais de jouer. D'abord, tous les jeux auxquels j'ai joué utilisent les mêmes codes, les mêmes thèmes et les mêmes symboles. Tout le temps. Et ça m'était complètement passé sous le nez. Vous trouvez pas qu'il y a une surabondance d'œil, de yeux qui vous regardent dans tous les jeux de ce mec? Genre partout, tout le temps. Il y a aussi beaucoup de fois l'utilisation d'images glitchées, de la dégradation, toujours d'une manière similaire. Et donc si tout se répète dans l'œuvre de Kanoguchi, est-ce qu'il faut que je rejoue à tous les jeux que j'avais fait avant? Parce que si The Underground Explorer est dans la continuité de toute l'œuvre de Kanoguchi, qui a l'air de rimer constamment avec elle-même, ça veut dire que les jeux que j'ai ignorés ou déplacés rapidement cachent peut-être quelque chose.
si je fais des actions qui ne sont pas forcément intuitives. Donc attends, je vais en relancer un, genre celui avec la musique et là une image fixe sur rien. Oh merde! Je passais à côté de ça? Et si je relance celui-ci là, Watashi no Omoide, que j'attends un peu? Ouais non, il se passe rien. Ah! Comment j'ai pu rater ça? Ah putain, arrête! Ok. Ça commence. Les jeux de Kanoguchi, à partir d'un certain point au début de sa carrière, commencent à devenir de plus en plus étranges et surtout de plus en plus flippants. Et pour s'en rendre compte, ça te demande une certaine volonté. Les jeux et programmes que ce mec crée, dès le début, ne sont pas faits pour le grand nombre, mais pour le petit pourcentage de gens suffisamment déterminés à pousser le truc, qui seront récompensés par un événement pas du tout prévu à la base. Un exemple les plus binaires et typiques, c'est un programme qu'il a appelé Window. Quand je l'ai lancé la première fois, il y avait juste cette petite image inquiétante, avec des bruits d'atmosphère étranges. Celui-là, il a un peu retenu mon attention. Je me demandais comment on pouvait interagir avec celui-ci. J'ai essayé beaucoup de trucs, ça n'a pas marché. Sauf qu'à un moment, j'ai eu envie de le relancer. Et j'ai eu la chance de tomber sur ça. Ce programme a un petit pourcentage de te lancer cette image inquiétante plutôt que l'image habituelle. Et le procédé, je le trouve intéressant. Le jeu Endless Loop, qu'on avait vu très brièvement avant, la première fois que j'y avais joué, j'ai très vite abandonné. Ça ressemble au classique premier jeu que tu crées quand tu télécharges Game Maker et qui est en vrai assez inintéressant. Tu contrôles un carré et tu dois franchir l'écran sans toucher ces obstacles qui bougent à chaque fois avec un rythme aléatoire. À chaque fois qu'on passe au niveau suivant, il se passe ça. L'écran se distord un peu et la difficulté augmente à chaque niveau alors que l'écran se déforme de plus en plus. Au début je pensais que c'était tout, c'était un concept très simple et je suis parti un peu ennuyé au bout de quelques niveaux. Mais si j'avais joué un peu plus, il se serait passé ça. Toutes les textures du jeu se métamorphosent en une série de yeux qui te regardent et si vous franchissez le niveau, le jeu se corrompt complètement. Puis de retour au premier niveau. On comprend donc très vite un truc. Le fait que le jeu ressemble à un jeu fait par Game Maker par un très jeune amateur, en fait c'était voulu. Le fait qu'il ait l'air aussi simple et moche, c'était prévu dès le départ. Si tu télécharges le jeu et que tu y joues sans t'attendre à rien, cet écran, il va vraiment te marquer. C'est le cas de pas mal de jeux du début de la carrière de Kanoguchi. Il fonctionne sur une logique de bait and switch. Tu t'attends à un type de jeu et tu te fais surprendre par une mécanique ou un visuel imprévu. Et souvent, il va utiliser ce truc dont je vous avais parlé dans l'intro. Ce truc que c'est créé par un seul créateur, que c'est indépendant. Et donc du coup, tu t'attends à quelque chose de simple et quand quelque chose de travaillé avec une ambiance surprenante d'un coup arrive, ça te surprend vraiment. Mais t'as aussi dans les jeux sans interaction des trucs trop bizarres, genre Gun and Romorph. Une sorte de série de visuels sous fond de musique. C'est assez troublant à voir, c'est aléatoire, ça saute dans tous les sens, c'est surréaliste. Et t'as toujours des yeux partout, tout le temps. Dans quasiment tous les jeux de Kanoguchi, on retrouve ces yeux qui t'observent. Parfois, littéralement. Genre par exemple le jeu Watching, où tu es dans un couloir avec en face de toi un personnage qui t'observe. Aléatoirement, l'écran va devenir rouge, et quand ça arrive, il faut appuyer sur la souris, ce qui fige le jeu. On peut la relâcher quand le personnage en face de toi revient à la normale, et l'objectif c'est de rester le plus longtemps en vie et d'accumuler le plus de points, sachant qu'on gagne des points seulement quand la souris est relâchée, donc quand on est vulnérable. Le jeu est simple, c'est un mini-jeu très efficace, et la tension lorsque tu es tout près de la créature est assez importante. Et encore une fois, on a un énième jeu où on est observé par une créature qui est représentée par un œil. Et si on revient même dans les anciens jeux que je trouvais déjà moins intéressants, les yeux sont déjà présents. Tu es observé, peu importe le jeu que tu fais. Et parfois leur présence met vraiment très mal à l'aise. Un jeu de Kanoguchi qui est assez classique et même un peu moyen, c'est le jeu Porno Kitchen. C'est un jeu avec des graphismes très surréaliste, où juste tu contrôles un truc qui doit éviter d'autres trucs. En même temps, en fond, vous avez de la musique classique et aussi Porno Kitchen. Une voix synthétique
Google Traduction en français qui lit des textes présents sur l'écran avec à chaque fois 4 ans de retard. Bref, c'est un mec original. J'avoue que j'ai du mal à comprendre où il veut en venir. Ce jeu, il est divisé en niveaux qui sont appelés des leçons. C'est dur à en crever, hein. Je vous promets, c'est un cauchemar. J'ai même pas réussi à terminer le 4e. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont mis mal à l'aise dans ce jeu. D'abord, la première leçon où vous devez éviter des yeux pendant que l'image de fond semble fondre et révèle des dizaines d'yeux qui t'observent de plus en plus au cours du niveau. Et si c'est pas déjà suffisant, il y a la deuxième leçon. Elle a l'air normale pendant la majorité du temps, sauf quand il y a des messages qui veulent dire à l'aide en boucle et que la voix en fond dit Let's kill people en boucle. Let's kill people. Voilà. Mais quelques temps avant la fin, il se passe ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça m'a vraiment surpris. Tu sors d'un coup de l'esthétique habituelle du jeu qui est complètement surréaliste et tu tombes sur quelque chose de très froid. Ça te laisse vraiment perplexe. Donc j'ai commencé à choper toutes ces infos qui se répétaient de jeu en jeu et cet univers qui au fur et à mesure de mes tests devenait de plus en plus distordu. Et j'ai commencé à être tenté à briser la seule règle que je m'étais imposée. J'avais vraiment envie de faire des recherches sur le mec. Mon objectif à la base c'était de faire tout à l'aveugle, mais là je commençais à avoir un feeling. La cohérence dans les œuvres, la surabondance de textes, de messages menaçants, la présence des yeux, les visages dessinés comme des parties détachées les unes des autres, comme si chaque partie du visage était pris indépendamment, les thèmes de la paranoïa, du fait d'être observé, ça me rappelait un truc. J'avais une intuition. J'ai donc ouvert Google, j'ai cherché 2-3 infos sur Kanoguti et j'ai eu la réponse à laquelle je m'attendais très vite, dans un commentaire critique d'un de ces jeux. La rumeur sur internet la plus persistante sur Kanoguti, c'est qu'il serait atteint de schizophrénie et de paralysie du sommeil. Et d'un coup, tout prend une autre tournure. J'ai un pote assez proche qui est passionné par les jeux indépendants bizarres, et notamment il adore ce qu'on appelle les doujins, une sorte de culture proéminente au Japon, qui englobe tous les créateurs de manga, de musique et surtout de jeux vidéo, qui travaillent en grande indépendance, en amateur complet. La culture a commencé il y a longtemps, même au début du jeu vidéo, où ces gens vendaient leurs jeux pirates dans la rue à qui voulait bien les acheter. Naturellement, à chaque fois que je tombe sur des jeux vidéo intéressants et des perles comme Kanoguti, je lui envoie, et il y joue dans la seconde. Quand je lui ai envoyé l'archive de Kanoguti, il est revenu à moi quelques jours après et m'a dit un truc. Récemment, il avait vécu dans le hall d'un hôtel la première crise psychotique de sa vie. Il s'est mis à croire qu'il était observé, commençait à entendre des voix. Il a commencé à croire que ses pensées n'étaient pas les siennes, qu'il était contrôlé à distance. Le tout alors que ses amis, en voyage avec lui, essayaient désespérément de le calmer. Le tout a pris des heures. Et il m'a également dit une autre chose. Il m'a dit que les jeux de Kanoguti auxquels il avait joué, particulièrement certains qui vont venir plus tard dans cette vidéo, lui avaient énormément parlé. Il faisait terriblement écho à son expérience et à sa peur d'un potentiel diagnostic de la schizophrénie. Le tout sans qu'il ne soit au courant de la rumeur sur Kanoguti. Cette interaction avec mon pote a durablement impacté l'angle de ma vidéo. Alors, soyons clairs à propos d'une chose. Je précise avant tout, comme à chaque fois que je parle de maladie mentale, etc., c'est un sujet où c'est très difficile quand on est quelqu'un qui fait ses recherches tout seul d'être juste. Même quand tu poses des questions à des professionnels, tu tomberas forcément sur des énormités ou des trucs qui sont pas tout à fait justes. Je ne sais pas de quoi je parle. J'essaye de faire mon maximum pour dire les choses vraies. Si j'ai tort, pitié, corrigez-moi en commentaire, envoyez-moi un mail, je ferai un erratum. Voilà. Je ne pense pas que la schizophrénie possible de Kanoguti explique quoi que ce soit sur le style et la tournure de ces jeux. Il faut très vite s'éloigner de l'archétype de l'artiste fou, bête de foire, car c'est en vrai très déshumanisant. La schizophrénie, aujourd'hui, c'est une maladie mentale qui, quand elle est bien suivie et médicamentée, est parfaitement vivable. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous avez connu, sans le savoir, une personne schizophrène. Ou du moins, il est surtout probable que vous ayez connu quelqu'un qui expérimentera des symptômes de la schizophrénie, ou alors quelqu'un qui en a expérimenté déjà, mais qui a eu une rémission totale de ses symptômes, ce qui arrive dans un tiers des cas. Il faut arrêter avec l'image du fou. Ce n'est pas vrai, cette image. Mais donc du coup, il est essentiel qu'on parle un peu de schizophrénie. Un des défauts de ma vidéo sur l'art des personnes atteintes de maladies mentales, c'est qu'elle contribuait un peu à la vision artiste incontrôlable. Alors qu'en réalité,
réalité, la plupart des artistes que je traitais dans la vidéo, c'était des artistes atteints de psychose non médicamentée ou mal médicamentée, à un moment où on ne savait pas traiter ces maladies, qui essayaient de s'exprimer sur leur mal-être et leurs expériences, et ce, qu'elles soient liées à leurs idées délirantes ou non. Donc si Kanoguchi est bien un atteint de schizophrénie, je ne pense pas que ses œuvres sont issues de la possible maladie mentale. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il s'exprime sur son vécu, et que son vécu inclut forcément les expériences propres à la maladie de la schizophrénie. Genre c'est clair que dans ses premiers jeux, quand il était visiblement très jeune, on voit les difficultés qu'un jeune adulte peut rencontrer avec la solitude et aussi la difficulté avec les premières relations. Donc une des premières choses qui te vient à l'esprit quand tu te rends compte que ce mec parle de choses qu'il a vécues, qu'il te parle de son vécu, qu'il est le reflet de comment il voit le monde, est-ce que ça, ou ça, c'est des trucs qu'il a vus, ou alors des trucs qui sont le reflet de pensées qu'il a pu avoir? Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, la schizophrénie, c'est une maladie très difficile à vivre. La maladie, elle peut avoir beaucoup de manières de se manifester. Mais de ce que j'ai compris, la plupart du temps, ça se manifeste par des idées délirantes, des hallucinations et une générale perte de contact avec la réalité. Et le pire, c'est que la plupart du temps, c'est difficile pour la personne malade de réaliser qu'elle est malade. Car son expérience de la réalité ne lui paraît absolument pas factice. Si un schizophrène se crée l'idée délirante que ses médicaments sont du poison, ce qui arrive assez souvent, il se peut qu'elle fuit le traitement. Et associé à des délires de grandeur ou de persécution, où le malade va penser notamment qu'il est la cible d'un complot, ça amène à un des trucs les plus dévastateurs chez les schizophrènes, l'isolement pur et simple du patient. Il va se reclure sur lui-même et refuser le contact avec les autres. Quand tu réalises la difficulté de la maladie et la volonté de Kanoguchi visiblement dans certains de ses jeux de parler de son ressenti face au monde, tu te demandes naturellement à quel point ce qu'il représente est lié à ça. Eh bien, pour voir tout ça, on va un peu se pencher sur l'environnement internet de Kanoguchi. Vous inquiétez pas, on va reparler un peu plus tard de la schizophrénie, un peu en détail, mais on va essayer quand même de voir les choses pas tout à fait sous le prisme de Kanoguchi est schizophrène. Je trouve que ce serait une erreur et surtout irrespectueux. Déjà parce que pour l'instant, sur le moment, je ne savais pas si Kanoguchi était vraiment schizophrène. Sur le moment, ça ressemblait plus à une rumeur. Certains articles que je ne pouvais même pas ouvrir semblaient indiquer que le mec l'avait dit lui-même, qu'il était assez ouvert à propos de ça, mais je trouvais pas vraiment l'info. Donc pour l'instant, on ne sait rien, mais si on trouve des choses qui semblent nous aiguiller dans cette direction, je le pointerai du doigt, évidemment, sans faire le côté bête de foi. L'existence sur internet de Kanoguchi est surprenamment très diverse. Mais le hub principal pour accéder à son univers, c'est son site internet kanoguchi93.neocities.org. Dans un premier temps, on trouve dans son menu un petit onglet avec une courte biographie, où on apprend pas mal de choses sur sa vie. D'abord, première révélation, Kanoguchi est né en 1993. Donc la deuxième révélation qui vient naturellement sur le gars, c'est que les premiers jeux de Kanoguchi que je vous ai présentés datent de quand il avait entre 13 et 16 ans. Il était très jeune, extrêmement jeune, et ça remet en perspective ses débuts plus hésitants et moins précis. On apprend d'ailleurs que plusieurs de ces jeux ont gagné des prix dans sa jeunesse, notamment ces jeux Intelligent Reality Paradise et Imagination Reality Paradise, des jeux qui sont un peu des sortes de mini-jeux absurdes, flippants, un peu à la WarioWare, mais plus chelou genre. Ces jeux lui ont valu des prix d'excellence, notamment le premier opus, qu'il a fait du haut de ses 15 ans. Et quand on défile les années, on se rend compte que le mec a gagné en vrai beaucoup d'autres trucs au cours de sa carrière, et que ça continue encore maintenant. Et ce type peut se vanter d'avoir une sorte de carrière artistique au Japon. Il a été exposé dans plusieurs expositions, et sans être un grand nom, il a l'air d'avoir une certaine popularité dans sa niche à l'échelle semi-locale. Plus haut dans le menu de son site, on peut réaliser l'étendue de ses sorties artistiques. Romans, dessins, peintures, logiciels et musique, le mec est très complet. C'est là enfin qu'on peut comprendre comment s'organisent ces jeux. Les jeux Kanoguchi Soft sont divisés en packs. Ce sont des sélections de jeux qui sont visiblement découpés de manière arbitraire, mais toujours dans un ordre chronologique. Chaque jeu ou logiciel de Kanoguchi a un identifiant et permet ainsi de retracer l'ordre de publication des jeux. Ils vont de 1 à 433. À l'heure où j'écris ces lignes, les premiers packs de jeux ne sont pas disponibles. Et si je n'avais pas eu d'archives, je n'aurais pas pu jouer à un paquet de ces très vieux jeux. Donc, troisième révélation, une partie des vieux jeux de Kanoguchi sont donc aujourd'hui des Lost Media. Et des Lost Media que j'aimerais bien qu'on retrouve. Je veux savoir ce qu'on a raté. L'archive que je vous ai présentée n'est pas exhaustive et elle répertorie même les identifiants des jeux qui sont aujourd'hui perdus. Ce site me donne donc accès à beaucoup plus de créations de Kanoguchi et surtout beaucoup plus de jeux. Des jeux plus récents et donc plus aboutis. Juste, moi, ce qui m'intrigue juste maintenant, c'est ses peintures et aussi ses dessins. Il a un compte Pixiv où il poste ses dessins et on trouve aussi ses archives où pareil, ses artworks sont divisés en packs de 100 images et il y en a en tout 1400. 1400 travaux visuels numérotés étalés sur toute sa vie. Ce mec a été prolifique et ça rajoute encore plus au puzzle d'essayer de le comprendre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ses dessins et travaux artistiques visuels sont inquiétants.
En fait, dès son adolescence, on reconnaît un style qui va perdurer tout le long de sa carrière. On peut voir dans les premiers packs des peintures enfantines, mais terrifiantes. On remarque un gars avec un univers interne assez troublé. Et je vois vraiment, et je pense que c'est une coïncidence, beaucoup de points communs avec les artistes dont j'ai pu parler dans ma vidéo sur l'art des personnes atteintes de maladies mentales. On retrouve ce même besoin de combler l'espace, des gribouillis partout pour compléter les trous, des mots écrits frénétiquement partout, la surabondance d'œil et un sentiment général que Kanoguchi se sent observé par quelque chose de menaçant. Les corps sont tordus, déformés et les visages sont morcelés. Chaque élément du visage a l'air séparé et le tout a l'air toujours éparpillé. Ça m'a fait donc penser aussi au travail de Brian Charnley et sa fameuse série d'autoportraits quand il tombait dans les méandres de sa maladie. Et toutes les premières centaines d'artworks sont comme ça. Et parfois, les images sont vraiment troublantes quand on réalise qu'elles sont réalisées par quelqu'un de très très jeune. Puis à partir d'un moment, les peintures se réorganisent. Et si on sent moins de désordre, on reconnaît encore plus d'obscurité et un mal-être puissant. Kanoguchi est sombre, et on ressent une véritable volonté de s'exprimer à travers tous les moyens artistiques possibles. Il a un univers interne distordu, une manière de s'exprimer qui est très propre à lui-même. Personnellement, dans ses œuvres visuelles, je trouve quand même pas mal de trucs qui me font de la peine. C'est bien dessiné. C'est incroyable la quantité de trucs que ce mec a créé, et surtout, c'est ultra consistant. On trouve dans toutes ses créations les mêmes thèmes, les mêmes procédés, revenant avec obsession. La dégradation par le glitch, le sentiment d'être observé, l'isolement et la mort, plus particulièrement le suicide. C'est un truc dont j'avais pas encore parlé, mais pas mal des tout premiers jeux que j'avais testés sur le moment ont des symboles qui évoquent le suicide de façon transparente. Dans The Underground Explorer, plusieurs secrets le montrent. Et il y a des jeux entiers qui font écho à ce sentiment. Et c'est inquiétant. C'est un gars qui finit par avoir l'air, de par ses jeux et son art, vraiment en détresse. Genre par exemple le jeu Alone Over, qui est un jeu où on joue à l'envers, l'histoire d'un homme qui se jette d'un immeuble. C'est cru et ça alerte. Une consistance de ce type dans l'œuvre d'un artiste, c'est pas toujours quelque chose d'impressionnant. Ce qui est vraiment impressionnant ici, c'est qu'il a les mêmes codes, et ce, depuis bientôt 20 ans. Il a commencé à avoir un style et une idée claire de ce qu'il voulait raconter, dire et faire, et vous allez voir à quel point le mec va raffiner son style et rester fidèle à celui-ci. Mais bon, bref, à ce moment-là, j'avais une idée plus claire de qui était Kanoguchi, mais j'avais quand même pas envie que ça forme une opinion trop claire autour du gars et de son œuvre. Je voulais pas voir tout ça à travers uniquement ce que je savais maintenant de la personne. J'avais donc en ma possession une quantité fascinante de jeux et de programmes étranges, et je pouvais donc rentrer dans la deuxième phase chronologique de ces jeux, le moment où Kanoguchi commence à savoir ce qu'il fait. Et je vais donc vous parler de tous les jeux que j'ai trouvés intéressants, ou troublants, et on va essayer lentement de faire sens de ce puzzle. Voici donc une liste non exhaustive de jeux que j'ai trouvés intéressants qui ont été réalisés par Kanoguchi, des jeux distordus qui ont l'air finis ou non, qui, j'espère, vont vous intéresser. Quand on ouvre le programme For You, on se retrouve avec une musique très répétitive et ce petit texte simple présentant le jeu. Au début, on essaye d'utiliser des commandes pour passer à la suite du jeu. Rien ne marche. Le jeu révèle son vrai potentiel quand on déplace la fenêtre. Ça pour une prochaine vidéo. Je vous conseille de mettre un casque, car aller haut rend le son grave, aller bas rend le son aigu, et aller de gauche à droite te fait aller de l'oreille gauche à l'oreille droite. Quand on se déplace dans l'environnement avec la fenêtre, on voit ces très simples animations de bouche, d'hommes Here's to the ones that we got. Cheers to the wish.